Aujourd'hui, nous allons parler de la correction de l'effet de batch, et plus précisément de la technique Mutual Nearest Neighbor. Mais tout d'abord, qu'est-ce que l'effet de batch? Nous avons donc trouvé cette définition issue d'un article. Mais pour simplifier, les données sont grandes et issues de sources différentes, donc réalisées dans des moments différents avec des procédures différentes. Cela génère donc des variations techniques dans les données. En résumé, d'une expérience à l'autre, ces problèmes peuvent être dus à la différence de laboratoire, de personnel, l'heure de la journée et le niveau d'ozone atmosphérique, ou encore les différents instruments utilisés lors de l'expérience. Afin d'éviter que ces variations techniques n'influencent l'analyse en aval et pour éviter des conclusions inexactes, des diverses techniques statistiques ont été développées pour tenter de corriger les effets de batch dans les expériences à haut débit. Ces techniques sont destinées à être utilisées lors des étapes de la conception expérimentale et de l'analyse des données. La plupart des méthodes de correction de l'effet de batch sont basées sur la régression linéaire, c'est-à-dire que cela implique l'ajustement d'un modèle linéaire au profil d'expression de chaque gène. Il existe une condition importante à appliquer dans cette approche dans un contexte de données de séquençage ARN single-cell. Et il s'agit alors de supposer que la composition des sous-populations de cellules est soit connue, soit la même d'un batch à l'autre. Ce qui permettra donc de dire que la différence de l'expression moyenne d'un gène retrouvé entre batchs sera attribuée à ces différences techniques qui peuvent être éliminées par régression. En français, nous parlerons de lot plutôt que de batch. Sauf qu'en pratique, la composition de la population n'est pas identique à travers les lots. Ici, nous voyons plusieurs cellules de types différents dont on considère qu'elles sont identiques d'un lot à l'autre. Ici, nous voyons plusieurs cellules de types différents dont on considère qu'elles ne sont pas identiques d'un lot à l'autre. Dans cette situation-là, les différentes techniques sont corrigées par l'algorithme de plus proches voisins mutuels, qui est une correction non linéaire. Donc, Mutual Nearest Neighbor. Autrement dit, les plus proches voisins mutuels sont de paires de cellules de différents lots qui appartiennent à l'ensemble des plus proches voisins de l'autre. La méthode tente de trouver les cellules les plus similaires entre les lots, voisins mutuels. Ces cellules sont supposées appartenir au même type. Nous réalisons alors la correction des sous-ensembles qui se chevauchent. La différence entre les cellules des paires MNN peut être utilisée comme une estimation d'un effet de lot, et dont la soustraction donne des valeurs corrigées par les effets de lot. À présent, nous allons voir les différentes étapes de la correction MNN. La première étape consiste en une mise à l'échelle globale des données via une normalisation en cosinus. Avec YX comme étant le vecteur d'expression de la cellule X, on obtient la normalisation en cosinus suivante. Ensuite, nous calculons la distance euclidienne entre les profils d'expression normalisés de paires de cellules. Ce calcul, sur ces données normalisées, équivaut à utiliser des distances en cosinus sur les valeurs d'expression d'origine. Ces distances cosinus ont été largement utilisées pour mesurer les similitudes cellulaires en fonction des profils d'expression. Avant de poursuivre, nous posons 3 hypothèses. Il y a au moins une population cellulaire présente dans les deux batchs, cruciale pour appliquer la correction MNN. Les cellules de la même population dans différents batchs forment des hyperplans parallèles les uns par rapport aux autres. La variation de l'effet de batch est beaucoup plus petite que la variation de l'effet biologique entre les différents types de cellules. On corrige la variation d'effet de batch sans affecter les différences biologiques. Les hypothèses à présent posées, on peut passer à l'étape 3, qui consiste à identifier les plus proches voisins mutuels. Prenons un exemple, et considérons une expérience SC-RNA-seq, composée de 2 batchs, 1 et 2. Pour chaque cellule I du batch 1, nous trouvons les K cellules du batch 2 représentant les plus petites distances par rapport à I, c'est-à-dire ces K plus proches voisins dans le batch 2. Nous faisons la même chose pour chaque cellule du batch 2 afin de trouver ces K plus proches voisins dans le batch 1. Si une paire de cellules de chaque batch est contenue dans l'ensemble des plus proches voisins de l'autre, ces cellules sont considérées comme des proches voisins mutuels. Ici, le plus proche voisin de WI dans le batch 2 est XI, le plus proche voisin de X'I est XI, et le plus proche voisin de XI dans le batch 1 est X'I. Donc X'I et XI sont plus proches voisins mutuels. Niveau interprétation, ces paires sont considérées comme contenant des cellules qui appartiennent au même type ou état cellulaire, bien qu'elles aient été générées dans des batchs différents.
Une fois les paires obtenues, on calcule un vecteur de correction de batch spécifique comme étant la différence vectorielle entre les profils d'expression de ces cellules appariées. À partir de ces vecteurs spécifiques, on applique une moyenne pondérée à l'aide d'un noyau gaussien pour obtenir un vecteur de correction. Les vecteurs sont représentés par les traits rattachant le groupe X et X', par exemple. Le vecteur de correction obtenu, on utilise ensuite le batch 1 comme référence et le batch 2 y est intégré par soustraction du vecteur de correction. Les deux batchs se retrouvent alors fusionnés, comme le montre le schéma. Le nouveau batch est donc maintenant considéré comme la référence et on répète les étapes pour intégrer d'autres batchs.